Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle conférence de l'offre annuelle développée par la formation continue de la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval. Mon nom est Bruno Tremblay, je suis chargé de communication à la faculté. Je suis aujourd'hui en compagnie de notre conférencier du jour, M. Jean-Sébastien Moore, professeur agrégé en biologie à l'Université Laval et également membre de la chaire de recherche du Canada en biologie intégrative des ressources aquatiques nordiques. M. Moore vous parlera aujourd'hui de la biodiversité nordique dans un contexte global en fournissant des outils conceptuels pour mieux comprendre son caractère unique et vulnérable. Avant de débuter, sachez que la présentation est enregistrée et qu'elle sera disponible en rediffusion sur le site web de la faculté ainsi que sur la page YouTube quelques heures après la fin de notre conférence. Pour rappel, la conférence dure environ 50 minutes. Monsieur Moore me disait avant le début de l'enregistrement, entre 40 et 50 minutes, mais on terminera avec un 10-15 minutes selon le temps qu'il nous reste pour prendre vos questions. Donc, pendant la conférence, je vous invite à écrire vos questions dans l'espace de clavardage de la conférence. Et puis, je lui transmettrai les questions à la toute fin lorsqu'il aura terminé sa présentation. Alors, sans plus tarder, je vous laisse au bon soin de Monsieur Moore pour cette belle conférence sur la biodiversité. Merci Merci. beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme on vous le disait, je viens vous parler aujourd'hui de biodiversité dans un Nord en mutation. Euh, c'est une conférence qui va porter sur deux crises, si vous voulez, qui se produisent en même temps. La première, c'est la crise de la biodiversité. On fait face en ce moment à une augmentation très, très importante des taux d'extinction dans différents groupes d'organismes vivants. Je vous présente ici des chiffres d'un rapport de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques qui montre l'augmentation des taux d'extinction dans ces différents groupes qui sont représentés ici. Ce sont des taux d'extinction qui sont beaucoup plus élevés que la moyenne historique et qui, en fait, selon certains chiffres, dépassent les niveaux d'extinction qu'on observait au moment de la disparition des dinosaures à la fin du Crétacé. Quelles sont les causes de cette érosion de la biodiversité? Il y a cinq principales causes. La première étant la destruction des habitats. On parle aussi de surexploitation des ressources, donc l'industrie forestière, par exemple, la pêche dans certaines régions du monde, évidemment la pollution, les espèces envahissantes, ça, ce sont des espèces qui sont bougées par l'humain de leur aire de répartition native et qui viennent avoir des impacts sur les écosystèmes. Et la cinquième qui se retrouve dans le milieu dans ce tableau-là, ce sont les changements climatiques. Donc, j'apprendrai rien à personne en vous disant que la planète vit un bouleversement important au niveau climatique. Donc, la planète en entier s'est réchauffée là, de entre 1,1 et 1,3 degrés Celsius et puis avec des augmentations là, prévues qui sont beaucoup plus importantes. Et ces changements climatiques-là vont évidemment avoir un très grave impact sur la biodiversité. Je vous présente ici, c'est une citation d'Elisabeth Mrema, qui était la secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, qui dit les changements climatiques constituent l'un des principaux facteurs de la perte de la biodiversité. Or, la solution au changement climatique dépend en partie de la biodiversité. En effet, la présence, par exemple, de forêts qui vont capturer le carbone, des forêts en santé, nous prémunit, si vous voulez, d'une certaine façon contre les changements climatiques. Les chiffres ici sont importants aussi à montrer. Donc, selon différents scénarios d'augmentation de la température, on prévoit des augmentations très, très importantes. Là, ici, c'est des chiffres pour les mammifères, mais par exemple, avec un scénario d'une augmentation de la température de 3 degrés Celsius, on prédit dans ce rapport que 41% des mammifères perdraient la moitié de leurs habitats naturels. Évidemment, pour les amoureux de la nature, pour les amoureux de la biodiversité, ce sont des chiffres qui nous interpellent, même si vous n'êtes pas nécessairement émotionnellement engagé dans la préservation de la biodiversité.
c'est quelque chose qui est extrêmement aussi important pour l'économie mondiale. Donc là, je vous montre ici des chiffres là, d'un rapport du Forum économique mondial. On ne parle pas ici de gens qui sont des hippies, des activistes pour la nature nécessairement, mais ce rapport-là fait état de chiffres inquiétants. Donc, ce que ça nous dit, dans le fond, c'est que 44 trillions en anglais, là, je regarde mes notes, c'est des billions en français, donc c'est 44 milliers de milliards de dollars de valeurs économiques qui sont générées par la biodiversité ou par la nature sur la planète. Donc ça, c'est environ la moitié du PIB de la planète. Donc ça, c'est des chiffres globaux. Euh, et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais focuser plus particulièrement sur la biodiversité nordique, donc la biodiversité de nos régions et de celle des régions arctiques, qui fait face à des défis supplémentaires. Donc ça, c'est deux articles relativement récents, des coupures de journaux que j'ai trouvés, qui fait état, là, bon, on entend souvent parler de déclin rapide des populations d'ours polaires et de l'impact de la fonte de la banquise sur ces populations de mammifères-là. Même chose pour le caribou migrateur. Ce sont des espèces qui vont souvent capturer l'imaginaire du public. On va les appeler, nous, dans le milieu de la conservation, des espèces porte-étendards, des espèces qui nous permettent d'aller accrocher émotionnellement le public et d'attirer leur attention sur ces enjeux-là. Je vais vous montrer aujourd'hui dans ma présentation des exemples d'espèces dont vous avez peut-être jamais entendu parler, qui sont tout aussi importantes que celles-là et qui sont importantes aussi à préserver. Donc, je vous dis que la biodiversité nordique fait face à des défis supplémentaires. Quels sont-ils? Premièrement, je reviens avec la carte que je vous ai montrée précédemment qui montrait l'augmentation des températures. Et ce que vous devez remarquer ici, c'est que les rouges plus foncés, donc les augmentations observées, ça c'est observé, ces augmentations-là, sont beaucoup plus marquées déjà dans les régions nordiques. On appelle ça l'amplification arctique. Je ne prendrai pas le temps de rentrer dans les détails de pourquoi cela se produit, mais les changements s'accélèrent vraiment dans les régions arctiques et les prédictions qui sont faites en ce moment sont encore plus inquiétantes. Or, cette augmentation-là de la température va évidemment avoir des impacts sur la biodiversité des régions nordiques. Quels seront ces impacts-là? Ben, on observe déjà, puis on le prédit dans des modèles, que beaucoup d'espèces vont bouger leurs aires de répartition vers les pôles en réponse à l'augmentation des températures. OK? Donc ici, dans le schéma que je vous présente ici, c'est une espèce fictive avec son aire de répartition, donc les endroits où cette espèce-là fictive habite sur le territoire nord-américain. Et puis ça, c'est une réponse observée, observable, qu'on peut prédire aussi. Beaucoup d'espèces, avec l'augmentation des températures, vont bouger leurs aires de répartition vers les pôles. Je vous présente là, ici, c'est des résultats tirés d'une étude quand même importante là, qui date de 2011 dans la revue Science, qui montre des observations d'aires de répartition de différentes espèces d'invertébrés terrestres qui ont bougé leurs aires de répartition vers les pôles. Donc, ce que vous voyez ici sur l'axe des X, le zéro, c'est aucun mouvement d'aire de répartition. Et vous voyez, il y a la ligne droite non pointillée, là, entière, qui détermine ce zéro-là. Et pour ces quatre groupes importants d'organismes-là, il y a eu vraiment un mouvement des aires de répartition observé vers les pôles, donc vers les latitudes plus élevées. Donc ici, on parle d'un changement latitudinal en kilomètres qui a été observé dans les aires de répartition de ces espèces-là. Donc, c'est une réponse tout à fait possible pour la biodiversité de bouger leurs aires de répartition, mais pour la biodiversité arctique, ce n'est pas vraiment une option viable. Donc, si je vous présente pour la première fois l'ombre chevalier, qui est une espèce de salmonidé nordique sur lequel mon laboratoire travaille beaucoup, c'est une espèce importante pour les populations inuites qui habitent dans le nord du Canada. Et ça, c'est son aire de répartition. Donc, c'est une espèce anadrome, donc qui va frayer en eau douce et qui va utiliser le milieu marin pour s'alimenter, mais qui doit
utiliser l'eau douce pour frayer. Et donc, il doit utiliser ces habitats-là, l'eau douce qui se retrouve sur la terre ferme. Donc, c'est pour ça que son aire de répartition ici est seulement indiqué sur les terres. Mais vous voyez que pour une espèce comme l'ombre chevalier, dont l'aire de répartition inclut déjà, si vous voulez, les pôles, il n'y a pas d'option de bouger l'aire de répartition. Donc, on parle ici d'une diminution de l'aire de répartition de l'espèce. Donc, pour beaucoup d'espèces nordiques qui sont spécialisées dans les habitats arctiques, ce mouvement-là d'aire de répartition n'est pas envisageable comme une réponse, si vous voulez, avantageuse au changement climatique. Et donc, une autre réponse alternative, ça pourrait être l'adaptation. Donc, on pourrait y avoir une adaptation par sélection naturelle à des nouvelles conditions. OK? Puis ça, ben, je vais en revenir là-dessus parce que c'est là-dessus que plusieurs des travaux dans mon laboratoire portent. Mais cette adaptation-là requiert qu'il y ait de la diversité au sein de ces espèces-là, notamment de la diversité génétique, donc de la différence entre les individus au sein de l'espèce qui permettent à certains individus d'être sélectionnés par sélection naturelle pour leur capacité, par exemple, à tolérer des températures plus élevées, pour faire une histoire simple, si vous voulez. Donc, c'est un sujet aussi que je vais aborder aujourd'hui. Et je reviens aussi là, aux préoccupations qui sont pas seulement théoriques ou de nature éthique, si vous voulez, par rapport à l'importance de la biodiversité. La biodiversité nordique demeure au cœur de l'alimentation traditionnelle et de la culture des premiers peuples. Je vais vous parler plutôt des Inuits aujourd'hui, avec qui je travaille plus étroitement. Je vous présente ici des données là, d'une étude qui avait été menée par Mélanie Lemire, qui est professeure ici à l'Université Laval, sur l'alimentation traditionnelle des Inuits du Nunavik, donc au nord du Québec, et ces différentes espèces animales qui prennent une part importante dans l'alimentation locale et donc qui servent à combattre la crise de la sécurité alimentaire, mais aussi dans certains cas, comme je vais vous montrer plus tard, à générer des opportunités économiques dans des régions qui en ont assez peu. Donc, plusieurs espèces que vous pouvez reconnaître ici, donc le caribou, Arctic char, c'est l'ombre chevalier en français, le phoque, les oiseaux. Sur la photo ici, vous voyez, il y a de l'ombre chevalier séché. C'est la façon traditionnelle de préserver l'ombre chevalier. Ça s'appelle du pifi ou du piti, dépendamment de la région où on habite, en Inuktitut. Et ici, vous avez du mactac de beluga, donc du gras de beluga, qui est aussi beaucoup encore consommé au Nunavik. Donc, comment mon cours d'aujourd'hui va s'articuler? Je vais commencer par prendre une vision un petit peu plus globale, puis vous donner quelques définitions et concepts par rapport à la biodiversité pour vous outiller à comprendre de quoi on parle. Et ensuite de ça, je vais parler de quelques spécificités, quelques menaces qui sont directement liées à la biodiversité nordique de façon un peu plus large. Puis je vais terminer la présentation en vous présentant quelques exemples de travail qu'on fait dans mon laboratoire pour faire face à certains de ces enjeux-là. Donc, qu'est-ce que c'est la biodiversité? On a tous une espèce de compréhension intuitive de ce que c'est. Quand je cherchais des définitions, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas prendre une définition tirée d'un texte de loi important? Donc, c'est la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies qui a été signée en 1992. Et d'ailleurs, il y a eu une rencontre importante là, il y a quelques années à Montréal, si vous vous souvenez, sur une rencontre internationale pour discuter de ces enjeux-là qui demeurent très, très importants. Donc, je vous présente là, une partie de la page de cette convention-là, mais la convention inclut une définition de ce qu'est la diversité biologique, qui est très, très bonne aussi pour des scientifiques. Donc, on parle de la variabilité des organismes vivants de toutes origines, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Et ça, c'est la dernière phrase est importante. Cela comprend la diversité au sein des espèces et entre les espèces, ainsi que celle des écosystèmes. Donc ça, c'est un élément important qui, nous qui œuvrent dans la science liée à la biodiversité, comprennent bien. On reconnaît souvent dans le milieu trois niveaux à la biodiversité. Donc, celui que la plupart des gens dans le grand public connaissent, ce sont la diversité des espèces, donc combien d'espèces il y a et la préservation de chacune des espèces.
Il y a aussi une autre composante qui est la diversité des écosystèmes. Donc, il va y avoir différents assemblages d'espèces dans différents endroits. Et ces écosystèmes-là vont donner des services et ils doivent être préservés, si vous voulez, à leur propre titre, puisqu'ils sont souvent uniques. Et puis, une autre composante de cette biodiversité-là qui est peut-être moins connue du grand public, mais qui, j'espère que mon argumentaire dans les prochaines diapos vont vous convaincre, est tout aussi importante, c'est la diversité génétique. Donc, la diversité qui est inclue au sein même des espèces, donc la diversité entre les individus, et puis qui va permettre, dans plusieurs cas, si vous voulez, à ces populations-là de continuer de vivre et de s'adapter à des changements futurs. Puis je veux juste souligner aussi que bon, les espèces, c'est un concept qui semble assez bien établi, mais dans le domaine, les spécialistes, bon, on a tendance à s'accorder sur ce qu'est une espèce, mais reste qu'il y a des petits désaccords. C'est pas si facile que ça de définir ce qu'est une espèce. Des fois, il y a des petits flous quand il y a des espèces qui sont très proches l'une des autres, qui peuvent, par exemple, s'accoupler entre elles. Donc, ça inclut, si vous voulez, la diversité génétique, donc la diversité entre les espèces, au sein des espèces. Et ce sont les trois grands niveaux de biodiversité que nous reconnaissons dans le domaine. Cette biodiversité-là est distribuée de façon très inégale entre les taxa, donc entre les groupes, les différents groupes d'organismes. Ça, c'est un graphique en pointe de tarte que j'ai tiré d'une étude qui avait été publiée dans la revue Nature. Ici, ce que vous voyez, c'est différents groupes d'organismes c'est un diagramme en pointe de tarte qui vous montre le nombre d'espèces qu'on retrouve dans ces différents groupes d'organismes. Donc, quelque chose à noter, les insectes, ce sont des organismes qui sont extrêmement diversifiés. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espèces d'insectes, alors que les vertébrés, les cordés qu'on voit ici en jaune, je crois, je ne vois pas bien les couleurs, puis je peux pas vous pointer, mais c'est une toute petite pointe de tarte qui inclut les cordés. Donc, les organismes auxquels on pense souvent quand on pense à la conservation de la biodiversité. Et je fais un petit zoom là-dessus, si vous voulez. Ça, c'est la façon que les espèces sont distribuées au sein des cordées. Donc, à peu près la moitié de la diversité d'espèces de vertébrés, ce sont en fait des poissons. Donc là, je prêche un peu pour ma paroisse. Mais donc, la diversité globale est distribuée entre les taxa environ de cette façon-là. Ensuite, la biodiversité est distribuée de façon très inégale sur la planète également. Donc ça, ce sont encore une fois des figures tirées là, d'un article qui avait été publié en 2014 dans Science, mais qui montre de façon visuelle quelque chose que nous, les écologistes, connaissons très bien. C'est le gradient latitudinal de biodiversité. Donc, il y a beaucoup plus d'espèces dans les régions tropicales en général sur la planète que dans les régions polaires. Ça semble, encore une fois, très intuitif, mais les raisons qui expliquent ce gradient latitudinal-là de diversité d'espèces sont en fait encore aussi un peu débattues. Bon, c'est probablement une combinaison de facteurs, mais par exemple, il y a plus de surface sur le globe qui se retrouve dans des régions équatoriales que sur les pôles, par exemple. Donc, ça pourrait être une des raisons. On va souvent aussi parler de la plus grande productivité et la moins grande saisonnalité des environnements dans les régions plus tropicales ou équatoriales. Mais il y a aussi des facteurs, je vais vous montrer, historiques, très, très importants qui expliquent tout de moins en partie la faible diversité d'espèces que nous retrouvons, par exemple, au nord du Canada. Donc ça, c'est mon petit topo, introduction globale à la biodiversité sur la planète. Maintenant, je vais vous parler de quelques spécificités de la biodiversité nordique. Et puis là, je vous montre une photo de l'Amundsen. Donc, l'Amundsen qui est un brise-glace qui est utilisé par beaucoup de chercheurs de l'Université Laval. C'est une belle initiative là, qui date de quelques décennies maintenant. Mais donc, si vous êtes de la région Québec, vous allez parfois vous promener dans le Vieux-Port et vous voyez ces brise-glaces-là. Leur fonction, c'est de briser la glace dans la voie maritime du Saint-Laurent pendant l'hiver. Mais un chercheur à l'Université Laval, il y a quelques années, qui a eu la vision, il s'est dit, ben, ils sont stationnés là tout l'été, ils font rien, est-ce qu'on pourrait pas en équiper un
pour faire de la recherche de pointe dans le nord et utiliser ces brises-glaces-là pour aller étudier les environnements arctiques du Canada. Et donc, on est beaucoup au département de biologie, alors d'autres départements ici à l'Université Laval, à pouvoir profiter de cette infrastructure-là. Donc, on est vraiment un pôle d'expertise là, au Canada puis à l'international pour la description de la biodiversité nordique. Et donc, certains des résultats que je vais vous présenter ici là, sont issus de travaux là, qui datent de longue date de l'Université Laval. Et je vais vous parler de la double importance de la glace de mer particulièrement. Non, c'est pas vrai, de la glace en général pour la biodiversité nordique. Donc, premièrement, je vous ai parlé tantôt du gradient latitudinal de diversité sur la planète et je vous ai montré qu'il y avait relativement peu d'espèces, particulièrement dans les habitats terrestres et d'eau douce, par exemple, sur la planète. Mais ce gradient latitudinal-là de diversité ne semble pas être aussi prononcé quand on regarde les organismes marins. Puis une des raisons postulées pour ça, c'est que en fait, les habitats arctiques marins, ce sont des habitats extrêmement riches. Parce qu'il y a tout un écosystème qui est associé à la glace de mer qui soutient un très grand nombre d'espèces. Donc, en particulier, on parle d'organismes qu'on va appeler sympagiques, qui vont être des organismes qui vont être associés aux écosystèmes de glace et qui vont en fait profiter d'une très grande abondance d'algues qui vont se retrouver sous la banquise et vont faire des gros blooms au printemps lors de la fonte des glaces et qui vont résulter en une très forte productivité. Donc, par exemple, vous voyez ici sur le schéma, il y a plein de petits organismes, micro-organismes, ben, pas des micro-organismes, mais des petits invertébrés associés à la glace. Il y en a un groupe en particulier qui s'appelle les thémistos, qui sont très importants. C'est comme des petites crevettes, si vous voulez. Qui vont se retrouver à très forte abondance et puis qui vont soutenir tout le réseau trophique, si vous voulez, en Arctique. Donc, ces organismes-là, par exemple, vont transiter, vont être consommés beaucoup par la morue arctique, dont je vais reparler un petit peu plus tard, donc qui est un poisson fourrage. Ils sont à peu près grosses comme ça. C'est des poissons qui sont vraiment associés aux habitats de glace et qui vont se retrouver en très forte abondance et qui vont soutenir, là, comme je disais, la chaîne alimentaire. Donc, ils vont être mangés par des phoques, par des belugas et par un paquet d'autres espèces qui, à leur tour, vont être consommées par les ours polaires, par les humains. Donc, un réseau trophique qui est en fait extrêmement riche, plus qu'on pourrait peut-être le penser. C'est le cas aussi, là, je n'avais pas souligné, mais les organismes benthiques. Donc, les organismes benthiques, le benthos, c'est ce qui se retrouve en profondeur, donc sur la surface, si vous voulez, terrestre, au fond de la mer. Et donc, cet écosystème de glace-là, qui en fait est assez productif, supporte une très grande diversité d'espèces. Ça, c'est des chiffres qui m'ont été partagés par Philippe Archambault, qui est aussi professeur au département de biologie, puis qui est directeur d'ArcticNet, directeur scientifique d'ArcticNet, qui vous montre ici, c'est des comparaisons de nombre d'espèces, par exemple de phytoplancton, de zooplancton. Phytoplancton, c'est du plancton végétal, donc qui fait de la photosynthèse. Du zooplancton, c'est du plancton animal qui va manger ce phytoplancton-là. On regarde ici aussi les mammifères marins, les macroalgues, donc les grosses algues qu'on peut observer. Et vous voyez, dans certains cas, il y a autant, sinon plus, de diversité d'espèces dans les environnements arctiques du Canada qu'il y en a sur la côte atlantique ou sur la côte pacifique. Donc, ces écosystèmes de glace-là supportent une très grande diversité d'espèces, plus qu'on pourrait peut-être le soupçonner. Et évidemment, une des conséquences majeures du réchauffement climatique, c'est la disparition graduelle de cette banquise-là qui recouvre l'océan Arctique. Et puis, comme je vous ai présenté, cette diversité-là dépend fondamentalement de la présence de la banquise et donc sa disparition pourrait avoir des effets vraiment catastrophiques pour la biodiversité. Ça, c'est sans parler la perte de l'effet albédo, donc la réflexion des rayons solaires que cette glace-là fournit. Donc, quelque chose de très inquiétant.
Et puis, je vous parlais tantôt de la réponse possible de certains organismes face au changement climatique, de bouger leurs aires de répartition vers le nord. Alors que je préparais cette présentation-là, une collègue au département, professeure Caroline Bouchard, a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle venait de publier un nouvel article important là, qui présentait des mouvements de l'aire de distribution de la morue arctique dont je viens de vous parler, donc qui est vraiment un maillon très, très important de la chaîne alimentaire du réseau trophique arctique. Et il y a dans cet article-là, Caroline et ses collègues présentent là, des évidences assez fortes que ce poisson-là, son aire de distribution est en train de bouger vers le nord. Et donc, comme pour l'ombre chevalier, je vous présentais, ça, ce que ça équivaut, c'est un rétrécissement de l'aire de répartition et l'apparition probablement de nouvelles espèces qu'on va appeler plus boréales, donc d'autres poissons qui vont prendre sa place dans le réseau trophique et qui n'auront pas les mêmes adaptations aux environnements de glace. Et ça va avoir des conséquences sur toute la chaîne trophique. Et puis, gardez ça en tête, je vais vous présenter une peut-être conséquence possible de ça dans les diapos à venir. Donc, c'était ma première exposition sur l'importance de la glace pour la biodiversité nordique. L'autre, elle est un petit peu différente. Oh, on voit pas très bien là-dessus. Mais ce que je vous présente ici, c'est l'étendue de la calotte glaciaire qui recouvrait le continent nord-américain il y a de ça 15 000 ans. Donc ça, 15 000 ans sur une échelle de temps évolutive dont on parle pour l'étude de la biodiversité, c'est avant hier. C'est très, très, très récent. Donc il y avait une immense calotte glaciaire qui recouvrait l'entièreté du territoire canadien lors de la dernière glaciation et qui a fondu graduellement. Et ça, c'est la présence de cette grande calotte glaciaire-là, évidemment, a eu un impact important sur la biodiversité des endroits où on habite en ce moment, parce que toute la vie, donc les plantes et les animaux qui habitent en ce moment sur notre territoire ont dû recoloniser ce territoire-là suite au retrait de ces glaciers-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement observer si on regarde, par exemple, des cartes de la distribution de la biodiversité au Québec. Donc ça, c'est des données là, qui sont présentées dans l'Atlas de la biodiversité du Québec pour différents groupes d'organismes. Donc vous voyez des plantes, des poissons, des oiseaux, des mammifères. Donc pour les oiseaux, les mammifères, qui sont des espèces quand même assez mobiles, cet effet-là est observable. Donc le rouge, c'est le plus grand nombre d'espèces. On voit il y a plus d'espèces dans le sud de la province que dans le nord. Mais pour les espèces comme les plantes et pour les poissons encore plus, c'est très, très observable. C'est parce que les plantes, bon, sont capables de bouger avec le pollen et les graines, etc. Mais les poissons, pour être capables de recoloniser le territoire, il doit y avoir des connexions entre les lacs, etc. Donc, on a une très faible diversité. On a peu d'espèces de poissons au Québec en général. Et la plupart sont vraiment restreintes au sud de la province. Donc, un faible nombre d'espèces, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de biodiversité chez les poissons. Je vous montre cette photo-là. C'est une capture d'écran là, d'un endroit complètement aléatoire, là, pris au hasard sur Google Maps, là, d'un endroit sur le bouclier canadien. Ce qu'on voit tout de suite, c'est la présence de beaucoup, beaucoup de lacs. Et puis ça, c'est aussi une figure très, très imagée, là, mais qui montre le territoire canadien. Donc, vous voyez les grands lacs. Vous voyez cet arc-là des grands lacs qui suit en fait la bordure des glaciers de la dernière glaciation que je vous ai montré plus tard. C'est des reliques, si vous voulez, des grands lacs proglaciaires qui se sont formés lorsque le glacier a fondu, donc nos grands lacs. Mais donc, beaucoup, beaucoup d'habitats d'eau douce sur le territoire canadien. Ce sont des habitats d'eau douce qui sont isolés. Puis là, je vous demande de changer votre perspective puis de changer de l'eau douce à la terre ferme, parce que ce que je vais argumenter ici, c'est que ces lacs-là sont un peu nos archipels. Si vous connaissez un peu l'histoire de la science et l'histoire de la découverte de la sélection naturelle par Charles Darwin, donc Charles Darwin étant jeune scientifique, s'est embarqué sur une croisière scientifique à bord du Beagle. Puis selon l'histoire, qui est un peu romancée, là, un peu simplifiée, mais il aurait eu la grande épiphanie pour sa théorie de l'évolution par la sélection naturelle quand il a visité les îles Galapagos.
Parce que sur les îles Galapagos, il y a un paquet d'espèces de pinsons qui sont très, très différentes l'une de l'autre. Puis Charles Darwin s'est gratté la tête un peu parce qu'il y avait juste une espèce de pinson sur tout le continent sud-américain. Puis il se demandait donc bien pourquoi le bon Dieu aurait choisi de créer autant d'espèces de pinsons sur ce petit archipel isolé plutôt que sur le continent sud-américain. Et c'est ça, bon, qui aurait en partie alimenté ses réflexions sur sa théorie de l'évolution par la sélection naturelle. L'idée étant que ces pinsons-là, il y aurait eu un pinson qui aurait recolonisé l'archipel et puis qui aurait ensuite de ça occupé des niches écologiques qui étaient disponibles sur l'archipel parce qu'il n'y avait aucune autre espèce d'oiseau et que vu qu'il y avait une grande diversité de niches écologiques, ben ces différentes formes de bec-là, par exemple, chez le pinson, ont permis d'exploiter ces niches-là et ont diversifié et ont créé de nouvelles espèces. Et puis on peut voir ça, en fait, dans beaucoup de nos lacs, des grands lacs du Canada, puis ça se voit à des échelles plus petites aussi, mais ici, c'est une figure tirée d'un article sur le Touladi ou la truite grise. Donc, dans beaucoup des grands lacs du sud de l'Ontario, là, mais aussi les grands lacs nordiques, il y a eu la documentation d'une très grande diversité morphologique entre différents individus de Touladi dans ces lacs-là. Donc, l'idée ici étant que quand il y a eu le retrait des glaciers, les salmonidés, en général, les truites et les saumons, c'est des espèces qui aiment les eaux froides. Donc, ils ont eu accès à ces habitats-là qui étaient vides et donc, ils ont pu remplir les niches écologiques disponibles dans ces lacs-là. Et donc, même si on les reconnaît pas nécessairement comme des espèces à proprement parler, mais je vous parlais tantôt de la définition d'espèces, reste qu'il y a une très grande diversité de formes, la diversité interindividuelle qu'on peut voir dans ces habitats-là, malgré un faible nombre d'espèces. Euh, je veux clore la présentation en parlant un petit peu des travaux que nous faisons dans mon équipe, donc plus spécifiquement à la chaire de recherche du Canada en biologie intégrative des ressources aquatiques nordiques. On travaille à l'IBIS, à l'Institut de biologie intégrative et des systèmes. On travaille avec différents outils, mais on utilise beaucoup les approches moléculaires modernes, donc la génétique des populations, pour répondre à certaines questions qui sont liées à ce que je viens de vous présenter. Donc, un thème de recherche qui nous intéresse beaucoup, c'est d'étudier la diversité génétique au sein des espèces, vu l'argumentaire que je viens de faire sur leur importance pour comprendre leur réponse face au changement climatique. Donc, je reviens à ça ici. Donc, l'adaptation, si on veut prédire la capacité des espèces à s'adapter à de nouvelles conditions, il faut qu'on comprenne la diversité génétique qui est présente au sein de ces espèces-là, parce qu'une plus grande diversité génétique va être associée en général à une plus grande capacité à s'adapter par sélection naturelle à de nouvelles conditions environnementales. Donc, je vous présente ici les résultats de travaux de thèse de Xavier Dallaire, qui était étudiant au doctorat dans mon équipe, qui était capable d'obtenir des échantillons d'ombres chevalier, donc l'espèce dont je vous ai parlé plus tôt, sur une très, très grande partie de son aire de répartition au nord de l'Amérique du Nord. Et on a utilisé des approches modernes en génomique. En fait, on a séquencé le génome entier d'un très grand nombre d'individus d'ombres chevalier pour documenter les patrons de distribution de la diversité génétique de cette espèce-là. Je présente un des résultats issus de cette thèse-là qui est intéressant. Bon, il y a un certain niveau de complexité que je ne vous présenterai pas aujourd'hui, mais ici, je vous présente les données d'ADN mitochondrial. Donc, c'est une partie du génome de l'ombre chevalier. Ce que je vous présente ici, c'est le niveau de diversité sur l'axe des Y génétiques à ces marqueurs moléculaires-là en comparaison à la distance marine de la population la plus à l'ouest de l'aire de répartition de nos échantillons ici. Et ce qu'on peut voir, c'est une diminution. Donc, il y a une diminution de la diversité génétique de l'ouest vers l'est. Pourquoi est-ce qu'on observe ça? Ben, c'est directement en lien avec le retrait des glaciers. Donc là, vous ne voyez pas très bien, mais essayez de voir que les glaciers, si on regarde l'archipel arctique canadien, se sont en fait fondus dans une séquence qui était de l'ouest vers l'est. Et donc, ce qui s'est produit, c'est que l'ombre chevalier, qui a survécu la dernière glaciation quelque part, probablement en Alaska, a recolonisé les habitats de l'archipel arctique canadien jusque en arrivant en dernier ici dans le nord du Québec. Et donc, à chaque fois qu'il y avait cette recolonisation-là, il y avait comme si vous voulez un sous-échantillonnage de la diversité génétique qui fait que plus on s'éloigne de ce qu'on va appeler un refuge glaciaire, moins il y a de diversité génétique.
Je reviens avec un petit zoom, là, si vous voulez, sur la province de Québec. C'est le Nunavik ici, puis quelques endroits au Labrador. Et ce que je vous montre là ici sur la figure que Xavier a préparée, vous voyez l'étendue des glaciers. Et puis, en fait, ce qu'on voit, c'est que les échantillons en orange, ils ont une plus faible diversité génétique que tous les autres parce que c'est les endroits où ces habitats-là sont devenus accessibles en dernier suite à la dernière glaciation. Et ça, c'est inquiétant dans le sens où c'est des populations d'hommes chevaliers qui se retrouvent, si vous voulez, en face le plus rapidement au changement climatique parce qu'ils sont dans la partie sud de l'aire de répartition. Donc, c'est la partie qui va être impactée le plus rapidement par les changements climatiques. Et donc, ça fait partie des choses qui nous intéressent. On veut voir c'est quoi la conséquence de cette plus faible diversité génétique-là, donc le plus faible carburant, si vous voulez, pour une réponse adaptative au changement climatique dans ces populations-là qui vont être aux premières loges, en fait, des changements climatiques. Donc, on est en train de travailler sur des approches en ce moment d'estimation de la vulnérabilité génomique de différentes populations de poissons dans cette région-là du monde. Comme je vous disais plus tôt aussi, l'onge chevalier, c'est une espèce qui est extrêmement importante pour les pêches, autant les pêches de subsistance que les pêches commerciales. Là, je vous présente juste, c'est la page couverture d'une stratégie que le gouvernement du Nunavut avait mis en place pour utiliser les pêches comme un outil de développement économique, de création d'emplois dans un territoire qui en a bien besoin. Au Nunavut. Et donc, ça, c'est des choses aussi que nous faisons dans notre laboratoire. On essaie d'appuyer des initiatives locales en leur fournissant des outils scientifiques pour favoriser la promotion de développement de pêche commerciale ou de subsistance dans certaines régions qui le désirent et appuyer avec des données scientifiques pour être certain que ça soit fait de façon durable. Donc ça, c'est des exemples des membres de mon équipe, Anne et Océane, au milieu de cette figure-là, qui a travaillé avec la communauté de Taloyoak, c'est au centre du Nunavut, pour essayer d'offrir des outils génétiques pour la création de ces pêches-là, mais aussi donner un soutien pour la prise de données nécessaires pour remplir les conditions des quotas de pêche commerciale dans cette région-là. On continue d'être impliqué avec eux en fournissant autant des avis, des outils génétiques, donc scientifiques, que du soutien logistique pour les aider à faire décoller ce projet-là. Donc, ce rapport-là avec les populations locales, c'est quelque chose qui est important dans nos projets. On essaie d'être à l'écoute de préoccupations locales et de s'inscrire, de participer à des initiatives. Ça, ici, c'est une figure qui avait été préparée. C'est une initiative à laquelle on avait été invité par un organisme qui s'appelle Savoir Polaire Canada. Et leur initiative, là, ça avait été de collecter des questionnements que plusieurs membres de différentes communautés avaient par rapport à différentes espèces, incluant l'ombre chevalier. On nous a contactés en tant qu'experts après pour donner des réponses, essayer de donner des réponses à certaines des questionnements que les gens avaient. Puis certains de ces questionnements-là, ben, c'est intéressant pour nous comme exercice parce que c'est des choses qui n'étaient pas nécessairement sur notre radar. Et donc, on a dû faire preuve d'agilité et d'ouverture pour pouvoir aider à participer à cette réflexion-là. Une en particulier qui revenait souvent, c'était que les gens notaient des changements au niveau de la couleur de la chair de l'ombre chevalier. Donc, l'ombre chevalier, si vous avez déjà eu la chance de manger un filet d'ombre chevalier sauvage, c'est un poisson qui est très rouge comme les saumons, donc une chair très rosée. C'est évidemment ce que les gens veulent en général. Et là, ben, il y avait il y avait dans les médias, mais on entendait aussi beaucoup avec les gens à qui on parlait, il y avait une diminution de une augmentation en fait de poissons qui avaient une couleur de chair moins rouge. Et donc, un des projets qu'on a fait en lien avec ça, c'est encore une fois en collaboration avec Mélanie Lemire, ici à l'Université Laval. On a pris une étudiante en co-direction, Sarah Bolduc, à la maîtrise, puis on est allé chercher des échantillons d'hommes chevaliers de différentes régions du Nunavik pour quantifier certains éléments de la qualité de la chair. Donc, si je vous présente des résultats par rapport à l'astaxanthine, qui est un pigment qui donne cette coloration rouge-là aux poissons. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que dans la baie d'Ungava,
la coloration, il y a plus d'astaxanthine, oui, pardon, et donc une coloration plus rouge des poissons. Et ça a été une surprise, pas du tout une surprise pour les gens du Nunavik qui nous ont dit à répétition que ah oui, les poissons de la baie d'Ungava, c'est là qu'il y a les poissons les plus rouges, avec la chair très, très rouge, et donc une chair qui est appréciée dans ces régions-là. Et ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que dans ces différentes régions-là, les poissons de la baie d'Ungava étaient uniques. On a utilisé des outils basés sur les isotopes stables, du carbone et de l'azote pour essayer de découvrir, de déterminer la niche alimentaire de ces poissons-là. Et ce qu'on voyait, c'est qu'en fait, les poissons de la baie d'Ungava semblaient avoir une alimentation qui était à un niveau trophique qui était semblable à celui prédit pour des organismes, comme je vous disais plus tôt, sympagiques, donc des crevettes, des animaux qui s'alimentent à l'interface, si vous voulez, de la zone de glace et qui contiennent énormément de pigments, donc des pigments rouges, mais aussi des trucs intéressants pour la santé humaine comme des oméga 3. Alors que nos données suggéraient, et on est en train de valider ça avec des contenus stomacaux, mais nos données suggéraient que sur la côte de la baie du Thon et du détroit du Thon, il y avait une alimentation qui était plus basée sur les poissons. Possiblement d'ailleurs sur des espèces de poissons qui sont en train de migrer, donc de bouger leurs aires de répartition vers le nord, et puis bon, l'ombre chevalier étant un prédateur opportuniste, semble intégré dans son alimentation, mais donc avec des conséquences possibles sur des qualités de la chair qui sont recherchées chez les consommateurs, autant qu'ils veulent acheter du poisson dans le sud de l'ombre chevalier du Nord que chez les habitants du Nunavik. Donc, vous voyez que c'est comme une cascade de choses. C'est un peu mon image, si vous voulez, que la biodiversité, puis la perte de la biodiversité, c'est pas seulement la perte de certaines espèces, c'est que ça va avoir des conséquences en cascade sur un paquet de trucs dans la chaîne alimentaire qui peut avoir des conséquences, dans ce cas-là, même sur la santé humaine ou sur la désirabilité d'une ressource qui était au cœur depuis toujours de l'alimentation des Inuits. Donc, je voulais vous quitter avec une analogie. Oh, j'ai pas beaucoup de place, je me suis pas laissé beaucoup de place. Je voulais vous quitter avec une analogie qu'on utilise souvent en biodiversité. C'est l'analogie en étude de la biodiversité, c'est l'analogie d'un avion. Un avion qui contient entre 1 million et 3 millions de rivets. Donc, les boats, si vous voulez, qui tiennent l'avion en place. Et puis, ma question étant, vous seriez confortable à voler dans un avion dans lequel il manque combien de rivets? Donc, on peut enlever 100 rivets, on peut penser qu'il y a probablement de la redondance dans les rivets et que l'avion va continuer de voler avec 100 rivets de moins, mais avec 1000 rivets de moins, avec 10 000 rivets de moins, est-ce que vous seriez confortable? Et c'est un peu ça qui est en train de se produire avec la biodiversité. On est en train de jouer aux apprentis sorciers et d'enlever de la biodiversité et on comprend peu, en fait, ça va être quoi les conséquences que tout ça va avoir sur je vous parlais là, de l'importance économique de la biodiversité et tout ce que ça soutient. Et donc, c'est un peu l'équivalent. On se fait dire, ouais, mais on peut pas sacrifier, par exemple, des emplois à la biodiversité. Donc, ça serait comme un peu dire, ouais, mais il faut que les agents de bord puissent continuer à travailler dans notre avion, même s'il manque des rivets. Ouais, mais les agents de bord sont aussi dans l'avion avec nous. Donc, est-ce qu'on veut vraiment continuer à enlever des rivets dans notre avion sans trop comprendre les conséquences que tout ça va avoir? Donc, c'est l'image sur laquelle je vous laisse. Merci beaucoup. Là, on a beaucoup d'organismes subventionnaires ici que je remercie. Des regroupements stratégiques aussi, Ressources aquatiques Québec, le Centre d'études nordiques, le CRSNG, bon, j'en passe, mais nos collaborateurs aussi à Pêche et Océan, au gouvernement du Nunavut et la Société Makivik au Nunavik. Donc, je vous remercie beaucoup et je suis ici pour répondre à vos questions. Malheureusement, on n'a pas de questions ce midi. Pas de problème? Donc, on va conclure la conférence là-dessus. Donc, voilà ce qui met fin à notre activité de ce midi. Un grand merci à M. Moore pour votre expertise sur ce sujet important pour les générations à venir, pour les années à venir et tout ça.
Merci également à vous tous et toutes de vous être présentés ce midi à cette conférence. Moi, pour ma part, je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence de notre série annuelle qui aura lieu dans exactement un mois, soit le 17 mars. Elle sera animée par Jean Côté, professeur titulaire au département de génie civil et génie des eaux, qui viendra nous parler des barrages en remblai face au changement climatique. Aussi, vous recevrez rapidement par courriel un court sondage d'appréciation. N'hésitez pas à nous partager vos commentaires et vos suggestions de sujets. Ils nous aideront à bâtir la prochaine programmation, évidemment. Merci beaucoup et bonne journée à vous tous et toutes et à la prochaine.